Mon téléphone n'a pas simplement vibré, il a hurlé une violation. J'étais à Seattle, à 5000 km de là, dans une salle de conférence, imprégnée d'une odeur de café rassis. Cette semaine était cruciale pour ma carrière. Soudain, la notification est apparue. Pas un message de ma mère, mais une alerte de la fourrière de Tibet Island, en Géorgie. Ma Lexus GX noire, garée dans mon garage à Atlanta, formellement interdite d'accès, avait été remorquée à 400 km de là. La limite n'était pas seulement franchie, elle était pulvérisée. Je suis resté planté devant l'écran. Pas de panique, juste une prise de conscience froide et brutale. Ce n'était pas une erreur. C'était une déclaration de guerre. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Puisque nous entrons dans l'année 2026, je souhaite à tous une excellente année. Faisons de cette année celle où nous pensons enfin à nous. Et si vous appréciez ces histoires, soutenez la chaîne pour que nous puissions continuer à développer cette communauté ensemble. Je suis sorti de la salle de conférence et me suis retrouvé dans le couloir. Le murmure de l'orateur principal s'estompait derrière les lourdes portes en chêne. Ma main était ferme lorsque j'ai porté le téléphone à mon oreille. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, détachée, celle d'un homme qui en avait vu de toutes les couleurs. L'agent Miller m'a expliqué la situation avec une précision clinique. Ma Lexus bloquait une allée privée sur l'île de Tibet depuis 6 heures. Lorsque les propriétaires ont appelé la police, les personnes qui revenaient à leur véhicule, un homme et une femme d'une 60aine d'années, accompagnés d'une jeune femme, s'étaient disputés avec le dépanneur. Ils prétendaient que c'était une voiture familiale. Ils prétendaient avoir l'autorisation. Ils prétendaient que tout cela n'était qu'un malentendu. Cette expression planait entre nous. Voiture familiale. Cela sous-entendait un bien commun. Cela sous-entendait que mon véhicule, d'une valeur de 80 000 $, celui que j'avais payé, que j'avais assuré, que j'avais entretenu, était en quelque sorte un service public auquel ils pouvaient accéder à leur guise pour un week-end à la plage. Avant, j'aurais paniqué. J'aurais demandé s'ils allaient bien. J'aurais bien voulu m'excuser auprès du policier et lui proposer de payer l'amende par téléphone pour en finir. Mais là, dans ce couloir, à 3000 mètres de l'humidité de la côte géorgienne, j'ai eu un déclic. Ce n'était pas une erreur. C'était un vol pur et simple, justifié par un sentiment de droit acquis. Je n'ai pas demandé s'ils étaient en sécurité. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai simplement dit, « Monsieur l'agent, je suis la seule propriétaire de ce véhicule. Je suis actuellement à Seattle. Je n'ai autorisé personne à sortir cette voiture de mon garage, et encore moins à la faire passer d'un état à l'autre. S'ils ont les clés, ils les ont obtenues illégalement. » Il y a eu un silence. Le ton du policier a immédiatement changé. Il ne parlait plus à une fille désemparée. Il parlait à une victime de vol de voiture. Il m'a demandé si je voulais qu'il soit arrêté. Je lui ai dit que je voulais que mon bien soit en sécurité. Je l'ai autorisé à faire immobiliser le véhicule immédiatement. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. La voiture n'avait pas été mise en fourrière. Ils avaient récupéré la voiture à la fourrière grâce à une clé de secours qu'ils n'étaient pas censés avoir et avaient tenté de rentrer à Atlanta avant que je ne le découvre, mais ils n'étaient pas allés bien loin. L'agent Miller m'a informé qu'une patrouille les avait arrêtés sur l'Interstate 16. Mes parents, Suzanne et Gary, ainsi que ma sœur Courtney, ont été extraits du véhicule. J'ai fermé les yeux et laissé l'image se former dans mon esprit. Je les ai imaginés debout sur le bas-côté de l'autoroute, la chaleur du bitume émanant, entourés de glacières, de serviettes de plage et de chaussures remplies de sable. J'ai imaginé Courtney, la fille chérie qui n'avait jamais entendu dire non de sa vie, réalisant que son charme n'avait aucun effet sur la police de l'État de Géorgie. J'ai imaginé l'indignation de ma mère. Sa conviction de pouvoir se sortir de n'importe quelle situation par la parole s'effondrant lorsque le crochet de la dépanneuse s'est abaissé pour la 2e fois de la journée. Mon téléphone s'est mis à sonner. D'abord maman, puis papa, puis Courtney, puis maman à nouveau. L'écran clignotait sans cesse, un code morse désespéré, expression de panique et de rage. Ils étaient bloqués à 320 km de chez eux, probablement sans aucun moyen de rentrer, leurs bagages abandonnés sur le bord de la route comme des ordures. Je ne me sentais ni coupable ni triste. J'éprouvais la satisfaction, froide et nette, d'un compte enfin équilibré. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, l'ai glissé dans la poche de ma veste et suis retourné dans la salle de conférence. J'avais un déjeuner professionnel et, pour la première fois depuis des années, je n'avais absolument aucun souci.
Certains pourraient penser que j'ai été cruel de laisser mes parents âgés et ma sœur en plan sur le bord d'une autoroute en pleine canicule. Ils pourraient penser que j'ai surréagi à un simple malentendu familial. Mais ces gens-là ignorent tout de la signification du mot « non » dans ma famille. Ils ne comprennent pas que pour mes parents, « non » n'est pas une limite. C'est un défi, une insulte qu'ils se sentent en droit de déjouer. Avant de partir pour Seattle, je ne me suis pas contenté de leur demander de ne pas conduire ma voiture. Je leur ai clairement dit que la Lexus était interdite. J'ai changé le code de mon garage. J'ai retiré la clé de secours du crochet dans la cuisine et je l'ai enfermée dans un coffre-fort ignifugé de mon bureau. J'ai pris ces précautions car j'avais retenu la leçon 2 ans auparavant. C'était à l'époque où Courtney, ma sœur chérie, avait décidé d'emprunter mon ancienne voiture, une berline que je venais de finir de payer, pour aller à un concert pour lequel elle n'avait pas les moyens de se payer des billets. Elle a percuté l'arrière d'un monospace en envoyant des SMS. Les dégâts s'élevaient à 5160 $. Quand j'ai présenté la facture à mes parents, ma mère m'a dit que faire payer Courtney nuirait à son estime de soi. Elle a appelé ça une leçon. Elle a dit que dans la famille, on n'envoie pas de facture à la famille. J'ai fini par payer la totalité de la franchise et l'augmentation des primes d'assurance, tandis que Courtney publiait des selfies du concert, que j'avais en quelque sorte financé. Ce jour-là, j'ai cru que la banque de Morgan avait définitivement fermé ses portes. Assise dans cette chambre d'hôtel à Seattle, les yeux fixés au plafond, j'ai réalisé que je vivais dans l'illusion depuis des années. J'étais prisonnière du billet des coûts irrécupérables. En économie, un coût irrécupérable est une somme déjà dépensée et irrécupérable. On est censé ne pas en tenir compte dans les décisions futures, mais l'être humain est irrationnel. Nous continuons d'investir massivement dans des projets voués à l'échec parce que nous ne pouvons nous résoudre à abandonner ce que nous avons déjà investi. J'avais payé un tribut familial durant toute ma vie d'adulte. Je le payais en silence lorsqu'ils oubliaient mon anniversaire mais exigeaient des fêtes somptueuses pour Courtney. Je le payais en espèces lorsque je réglais les urgences qu'ils provoquaient. Je le payais avec patience lorsqu'ils considéraient ma carrière comme un simple passe-temps tout en vénérant les tentatives sporadiques et sans conviction de Courtney pour trouver un emploi. Je continuais à payer parce que je pensais qu'en investissant suffisamment, j'obtiendrais un retour sur investissement. Je pensais que si j'étais suffisamment fiable, suffisamment performante, suffisamment généreuse, ils finiraient par me voir comme une fille plutôt que comme une ressource. Mais en repassant en revue le déroulement de ce vol, la découverte de la clé cachée, le contournement du code du garage, les 500 km parcourus jusqu'à une station balnéaire, j'ai fini par accepter la vérité. Avec les narcissiques, il n'y a pas de retour sur investissement. Ils ne voient pas la générosité, ils voient la faiblesse. Ils ne voient pas le pardon, ils voient la permission. Ma voiture n'était pas un emprunt. Elle a été saisie parce qu'ils croyaient sincèrement que tout ce que je gagnais appartenait à la collectivité, tandis que tout ce que Courtney désirait lui appartenait. Les taxes étaient devenues inabordables. J'en avais assez de gaspiller mon argent et mes années. Je ne récupérais plus seulement une voiture, je liquidais le compte. J'ai atterri à Atlanta un mercredi après-midi et j'ai pris un VTC directement jusqu'à la Fourrière. L'employé au comptoir m'a regardé avec un mélange de pitié et d'ennui tandis que je glissais ma carte bancaire sur la vitre. Le total s'élevait à 2280 $. J'ai signé le reçu sans sourciller. En me dirigeant vers ma Lexus, j'ai ressenti une vague de nausée, non pas à cause du prix, mais à cause de la violation. Ma voiture ne ressemblait plus à la mienne. Une longue et irrégulière rayait la portière passager, probablement due à une chaise de plage traînée négligemment contre la peinture. À l'intérieur, l'odeur m'a immédiatement frappé. Un mélange écœurant et sucré d'huile de coco pour le bronzage, de fast-food rassis et de chien mouillé. Du sable était incrusté dans les tapis de sol. Un résidu collant recouvrait la console centrale. Mon sanctuaire, le seul endroit où j'avais le contrôle total, avait été saccagé. J'ai foncé chez mes parents. Sans prévenir. Je voulais voir leur réaction en arrivant avec la voiture qu'ils m'avaient volée. Je me suis garé dans l'allée et j'ai franchi la porte d'entrée. Ils étaient tous là, dans le salon, Suzanne, Gary et Courtney. Ils avaient l'air épuisés, leur coup de soleil pelait, ils portaient encore les vêtements dans lesquels ils s'étaient retrouvés bloqués. Une famille normale aurait été mortifiée. Un parent normal se serait précipité pour s'excuser, proposer de payer les dégâts, implorer mon pardon. Mais je n'ai pas grandi dans une famille normale. J'ai grandi dans une famille hiérarchisée et je venais de briser l'ordre établi.
Suzanne s'est levée dès que je suis entré. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne m'a pas demandé des nouvelles de la voiture. Elle m'a pointé du doigt, le visage déformé par une rage que je voyais rarement dirigée contre qui que ce soit, sauf des inconnus. Elle a hurlé que j'étais égoïste. Elle a hurlé que je les avais humiliés. Elle m'a demandé comment je pouvais abandonner mes propres enfants au bord de l'autoroute comme des criminels. À cet instant, j'ai enfin compris le mécanisme de leur cruauté. Les psychologues appellent cela une blessure narcissique. Pour un narcissique, une limite n'est pas simplement une ligne à ne pas franchir. C'est une attaque contre son identité. En déclarant le vol de la voiture, je ne les avais pas seulement dérangés. J'avais brisé leur illusion de me posséder. J'avais publiquement démontré que j'étais une personne à part entière, dotée de droits légaux, et non un simple instrument de leur volonté. Leur rage n'était pas due à la chaleur ou aux frais de remorquage, mais à la perte de contrôle. Gary intervint, sa voix tonitruante empreinte d'arrogance. Il me lança que tout ce que je possédais, ma carrière, mon argent, ma voiture, n'était possible que grâce à eux. Il prétendait que je leur devais ma réussite, que mes biens étaient en quelque sorte un patrimoine familial puisqu'ils m'avaient élevé. Courtney, assis sur le canapé, consultait son téléphone, levant parfois les yeux pour marmonner que j'exagérais et que ce n'était qu'une voiture. Il réécrivait la réalité en direct, me faisant passer pour la méchante parce que je reprenais possession de mes biens. Je compris alors qu'il était inutile de discuter. On ne peut pas négocier avec des gens qui prennent votre autonomie pour une insulte personnelle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à me défendre. Je les ai regardés tous les trois, ces inconnus qui partageaient mon ADN, et j'ai compris que la banque n'était pas simplement fermée. Elle était en train d'être démolie. Partir n'était pas un acte de rage, mais un acte de lâcher-prise. Je suis sorti de cette maison dans le silence de quelqu'un qui vient de conclure une affaire qui a mal tourné. Ils criaient encore lorsque j'ai reculé dans l'allée, leur voix étouffée par les vitres insonorisées de la Lexus qu'ils avaient profanée. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Pas de larmes cette fois. Seulement le ronronnement du moteur et la certitude d'une décision déjà prise. Arrivé chez moi, je ne me suis pas effondré sur le canapé. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai ouvert un tableur. Il était temps de faire le point. Pendant des années, j'avais été l'infrastructure silencieuse de leur vie, le filet de sécurité dont ils ignoraient même l'existence. J'ai commencé par les dépenses récurrentes. D'abord, les abonnements Amazon. Chaque mois, des cartons de compote bio et des couches arrivaient chez Courtney, payés par mon compte Prime parce qu'elle s'était plainte un jour du coût exorbitant des enfants. Annulation. Ensuite, les frais vétérinaires. Ma carte de crédit était enregistrée comme moyen de paiement de secours pour le chien de la famille. Une carte qui avait été débitée 3 fois l'année précédente pour des urgences qui n'étaient en réalité que des visites de contrôle de routine que mes parents ne pouvaient pas se permettre. J'ai appelé le cabinet et annulé mon autorisation. Supprimé. Enfin, le compte joint que j'avais ouvert avec mon père 5 ans auparavant pour les véritables urgences. J'ai transféré le solde restant sur mon épargne personnelle et clôturé le compte. Le silence a duré exactement 48 heures. C'est le temps qu'il a fallu avant que la première transaction refusée ne soit enregistrée. Puis la campagne de diffamation a commencé. Tout a commencé par un statut Facebook vague de Courtney parlant de personnes sans cœur qui font passer l'argent avant la famille. Ensuite, les appels téléphoniques ont commencé. Ma tante m'a appelé, inquiète, car ma mère lui avait dit que je faisais une dépression nerveuse. Elle a raconté à toute la famille que j'étais instable, paranoïaque et que je m'en prenais à tous ceux qui m'aimaient. Ils essayaient de contrôler l'histoire, de me faire passer pour la méchante afin de rester les victimes. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas publié de messages indignés. J. Simpleman Compile, on PDF. Il contenait 3 pages. Page 1, le rapport de police du commissariat de Tibet Island indiquant clairement l'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Page 2, la facture de remorquage de $2280. Page 3, une photo des dégâts sur ma voiture. J'ai envoyé ce document sans objet aux 3 membres les plus sensés de notre famille, mon oncle, ma marraine et mon cousin aîné. Je n'ai pas demandé de soutien. J'ai simplement fourni les reçus. Les rumeurs se sont tues presque instantanément. La vérité est une arme silencieuse, mais elle blesse plus profondément que n'importe quel mensonge. 2 jours plus tard, j'étais dans mon allée avec un aspirateur industriel, essayant d'éliminer l'odeur de ma famille des sièges en cuir de ma Lexus. Je frottais une tache particulièrement tenace, qui ressemblait à du chocolat fondu,
sur la banquette arrière, quand je l'ai vu. Coincé entre le coussin et la console, quelque chose de blanc captait la lumière. Je l'ai déterré. C'était une carte. Du papier cartonné de qualité, couleur crème, avec des lettres dorées. Je l'ai ouverte, m'attendant à un reçu ou peut-être à un ticket de stationnement. Au lieu de cela, j'ai trouvé un mot manuscrit. Courtney, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer ce week-end. Votre nouvelle voiture est absolument magnifique. Merci de nous avoir conduits au brunch. Nous sommes impatients de voir comment votre relation avec Tyler évoluera. Chaleureusement, Madame Abernathy. Je me suis adossé à mes talons, la carte tremblant dans ma main. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. Tyler, c'était le nom du nouveau petit ami dont Courtney ne cessait de parler, celui de la riche famille de Savannah. Il n'avait pas seulement volé ma voiture pour se déplacer. Il ne voulait pas seulement un trajet gratuit jusqu'à la plage. Ils avaient utilisé ma Lexus comme accessoire. Tout s'éclairait maintenant. Le secret, le lieu, l'insistance à prendre ma voiture au lieu d'en louer une. Il mettait en scène une vie pour Courtney. Il la présentait comme la fille riche et accomplie au volant d'un SUV à 80 000 $, tout en m'effaçant complètement. Pour les Abernathy, je n'existais pas. J'étais juste un fantôme dans la machine. Le compte bancaire invisible qui finançait l'illusion. À cet instant, la nature du sentiment de supériorité de ma sœur a changé à mes yeux. Elle n'était pas seulement gâtée. Elle était vide. C'était le fantôme de l'enfant chéri, une personne si dénuée de substance qu'elle avait besoin de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour se sentir réelle. Elle avait besoin de ma voiture, de mon argent, de ma stabilité, car sans cela, elle n'était qu'une jeune femme de 26 ans sans emploi et avec un passé de mauvais choix. Ils m'avaient effacé pour la construire. Ils avaient cannibalisé ma réussite pour nourrir son fantasme. J'ai regardé à nouveau la carte, l'écriture élégante, remerciant une voleuse pour son hospitalité. La colère qui couvait en moi s'est transformée en quelque chose de plus froid, de définitif. Il voulait jouer à faire semblant. Très bien. J'étais sur le point de mettre les choses au clair. Le lendemain matin, mon téléphone m'a alerté d'une nouvelle transaction. Non pas un dépôt, mais un retrait. 720 $ avaient été prélevés sur un compte d'épargne que j'avais ouvert avec mon père à l'âge de 19 ans et que j'avais complètement oublié. Cette notification a été le coup de grâce porté à ma loyauté familiale. Mon père, Gary, désespéré de rembourser Tyler pour les frais de remorquage et les courses qu'il n'avait pas pu se permettre car il avait dépensé sa retraite à jouer les gros bonnets, avait eu recours au vol. Il n'a rien demandé, il a juste pris, supposant, comme toujours, que mon argent était son filet de sécurité. Je n'ai pas encore appelé la banque pour contester le prélèvement. J'ai imprimé le relevé de transaction. Puis je suis allé à mon bureau. À peine assise, la réceptionniste m'a sonné. « Morgan, ta sœur est là. Elle est bouleversée. » Courtney se tenait dans le hall, lunettes de soleil surdimensionnées sur le nez, l'air au bord de la crise de nerfs. En me voyant, elle ne s'est pas excusée. Elle a plongé directement dans le vif du sujet. « Tu dois m'aider » a-t-elle chuchoté en me saisissant le bras. Tyler veut aller à la montagne ce week-end. Il m'a demandé pourquoi je ne conduisais pas la Lexus. Je lui ai dit qu'elle était au garage, mais il veut venir la chercher. Morgan, SILTE plate. Juste un week-end de plus. J'en ai juste besoin 2 jours pour que l'histoire tienne la route jusqu'à sa demande en mariage. Après, je lui dirai tout, s'il te plaît. Elle suppliait qu'on lui rende l'accessoire. Elle avait besoin du costume pour continuer à jouer le personnage qu'elle avait inventé. Je l'ai observé, remarquant ses mains tremblantes et son regard désespéré, y voyant la panique d'une impostrice dont le décor s'écroulait. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti une enveloppe Kraft. « Tiens, ai-je dit. » Elle l'a prise, le soulagement inondant son visage. « Les clés ?»« Non, ai-je répondu, les reçus. » Elle a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait le rapport de police concernant le vol de la voiture, la facture de remorquage et le relevé de transaction récent prouvant le vol de 720 $ par notre père. J'avais également joint une mise en demeure rédigée par mon avocat concernant toute utilisation non autorisée de mes biens ou de mes fonds. « C'est fini, Courtney, » ai-je dit d'une voix calme dans le hall silencieux. « Tu n'as plus Alexis. Tu n'as plus d'argent. Et tu n'as plus de sœur prête à financer tes mensonges. Tu peux dire la vérité à Tyler, sinon je lui envoie ce dossier moi-même. » Elle me fixa, le visage blême, réalisant soudain la gravité de la situation. Plus de filets de sécurité, plus d'artifice.
Pour la première fois de sa vie, elle se retrouvait seule, terrifiée. Je me retournai et retournai à mon bureau, la laissant là, la preuve de sa propre supercherie entre les mains. Les conséquences furent immédiates et brutales, mais je n'avais pas à emporter le fardeau. Quand Courtney finit par avouer la vérité à Tyler, ou plutôt quand elle ne put lui présenter la voiture et que son mensonge s'effondra sous le poids de la panique, leurs fiançailles prirent fin avant même d'avoir commencé. Les Abernathy, gens polis mais perspicaces, prirent discrètement leur distance avec cette famille qui mettait en scène sa richesse comme au théâtre. Mes parents étaient furieux, bien sûr. Ils m'ont insulté de tous les noms, m'accusant d'avoir ruiné la vie de Courtney, d'être vindicatif, de détruire la famille. Mais leur voix s'était tue, filtrée par des numéros masqués et des messages vocaux ignorés. La famille, ceux qui avaient vu les reçus, a cessé de les couvrir. Pour la première fois, Suzanne et Gary ont dû affronter les conséquences de leur sentiment de supériorité, sans aucun filet de sécurité. Ils étaient isolés, non pas parce que j'avais monté les gens contre eux, mais parce que la vérité avait enfin éclaté au grand jour. J'ai changé de numéro de téléphone 2 semaines plus tard. J'ai engagé un spécialiste pour nettoyer ma voiture en profondeur, éliminant le moindre grain de sable et la moindre trace de chocolat jusqu'à ce qu'elle ne sente plus que le cuir et mon parfum. C'était un baptême symbolique, effaçant les dernières traces de leur sentiment de supériorité. Un soir, en rentrant chez moi, le soleil se couchant sur l'horizon d'Atlanta, j'ai réalisé à quel point ma vie était devenue calme. Plus d'appels urgents pour réclamer de l'argent, plus de reproches pour des anniversaires manqués, plus d'angoisse quant à la prochaine limite qu'ils franchiraient. Le silence n'était pas synonyme de solitude. Il était paisible. J'avais passé des années à essayer d'acheter leur amour, payant un impôt qui ne faisait qu'augmenter avec l'inflation. Maintenant, le compte était clôturé. J'étais le méchant de leur histoire. Oui, mais j'étais enfin le héros de la mienne. Et alors que je m'engageais sur la voie sur l'autoroute, prenant mes distances avec ceux qui avaient tenté de m'effacer, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à rouler, sereine, sachant que j'étais la seule aux commandes. Si vous avez déjà dû rompre les ponts pour survivre, abonnez-vous.